Hallo zusammen und willkommen pour une nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est la spéciale Euro parce qu'aujourd'hui, ça y est, ça commence l'Euro. Cette 17e édition du championnat d'Europe commence en Allemagne. Donc vous l'avez compris, c'est pour ça que je porte le maillot allemand pour le pays organisateur. Et que tu as parlé allemand. Et que j'ai parlé allemand, effectivement. Allemagne-Écosse, premier match de cet Euro. On va durant cette émission se projeter sur toute cette compétition, parler forcément des Bleus parce que c'est l'équipe qu'on attend le plus, en tout cas nous en tant que Français, et puis revenir sur peut-être nos pépites de cet Euro et nos pronostics complets de la compétition. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on a 3 chroniqueurs avec nous. Salut Axel. Salut à tous. On a aussi Valentin. Salut Valentin. Salut tout le monde. Et Jordan. Salut Jordan. Salut les gars. Je voulais le dire en allemand mais je sais pas dire. On commence tout de suite avec nos Bleus, l'équipe de France qui a terminé sa préparation face au Canada. L'équipe de France qui joue lundi 17 juin à 21h contre l'Autriche en match d'ouverture. On rappelle qu'en deuxième match, ils affronteront les Pays-Bas, peut-être l'adversaire le plus redoutable de ce groupe, on va en parler juste après. Et en dernier match, la Pologne qui est fortement diminuée à cause des blessures qu'ils ont récemment subies. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pour vous, est-ce que les Bleus font partie des grands favoris de cet Euro ? Jordan, je te laisse commencer. Des grands favoris, si on doit prendre 4 équipes, je pense qu'il y a la France dedans, mais si on doit relever un favori, je pense que la France n'est pas favori pour cet Euro. Okay. Je trouve que si on compare à l'Euro de 2020, décalé en 2021, l'équipe est moins bonne. Elle arrive sur une moins bonne dynamique, même si on sort d'une finale de Coupe du Monde quand même, c'est à noter. Il y a moins de grosses individualités peut-être qu'en 2020. Ouais, il y a moins de grosses individualités. Je trouve un milieu de terrain beaucoup plus faible, moins fourni. Peut-être pareil pour l'attaque. On passe d'un Euro il y a 3 ans, on avait Benzema, Pogba, Kylian. Là, c'est un peu moins riche. On reste, attention, une équipe exceptionnelle. Mais il faut faire gaffe. J'espère qu'en tout cas dans le groupe ils n'ont pas le statut et je pense pas qu'il l'ait. On va manger tout le monde quoi. Et Valentin, tu rejoins cet avis ? Non, on en discutait en off. Pour moi, on a moins cette pression que l'Euro 2021 ou 2020-2021 où on sort, déjà on se fait éliminer, on se fait sortir par le Portugal à l'Euro 2016. Ça nous est toujours en travers de la gorge. On revient ensuite beaucoup plus fort à la Coupe du Monde 2018, donc on monte en puissance, on est champion du monde et on est vraiment l'équipe à abattre. On est vraiment cette équipe-là qui est sur un nuage de confiance, qui est champion du monde. Tout le monde nous voyait champion d'Europe. Et qui arrive en plus avec le statut de vraiment champion d'Europe en devenir pour cet Euro 2021. On se fait sortir par la Suisse contre toute attente. On va avec le Qatar, on va au Qatar avec cette image, un peu de revanchard, après tout ce qui s'est passé, on revoit cette équipe de France sur le devant de la scène. Avec toujours cette étiquette de champion du monde qui doit conserver son titre. Elle va jusqu'en finale sur un parcours de 7 matchs. Après on connaît tous le match. Donc elle arrive en Allemagne pour cet Euro 2024 avec moins cette image-là d'équipe tueuse, qui est vraiment de souveraine de cette Europe. Et donc elle aura beaucoup de choses à prouver, moins de choses à prouver que des équipes dont on va en parler après, et notamment l'une des équipes dont je porte fièrement le maillot. Et Axel, par contre, l'équipe de France a tout de même encore cette étiquette, pas de championne du monde, mais de vice-championne du monde. Et est-ce que pour toi, elle fait tout de même partie des grands favoris ? Comme l'ont dit un peu mes collègues, elle est dans le carré de favoris peut-être, mais pour moi il y a quand même 2 équipes qui se démarquent vraiment et elle n'est pas dedans. Et lesquelles justement ? Pour moi c'est l'Allemagne, comme il l'a introduit juste avant, et c'est l'Angleterre, les 2 gros favoris pour moi. On le verra d'ailleurs juste après, mais voilà, ils ont un effectif globalement plus fourni, surtout au niveau défensif. Je sais que nous au niveau défensif c'est un point faible quand même. Il manque peut-être d'automatisme dans cette défense. Il manque d'automatisme, il manque de sélection aussi en équipe de France peut-être. Avant on avait des gros cadres quand même. Il y avait Varane qui a pris sa retraite internationale. Qu'on le veuille ou non, l'équipe de France elle est en transition. C'est ça, c'est ce que j'allais aborder. Est-ce qu'on peut donc parler d'année de transition pour l'équipe de France alors qu'il y a quand même des groupes, des joueurs clés qui sont là depuis 2018 ? Est-ce que vous n'êtes pas peut-être un peu trop dur avec l'équipe de France ? Je vais poser quand même la question, mais on parle quand même d'une équipe qui fait peur à tous les autres. Oui, on est d'accord, mais je pense qu'elle fait encore moins peur qu'il y a quelques années. Après, on va pas se mentir, on regarde le milieu, je dis il est moins fourni, mais on a Kamavinga qui est titulaire au Real Madrid, on a Kanté qui joue certes en Arabie Saoudite, mais on connaît son niveau.
on a des bons joueurs à tous les postes. On a Saliba qui fait partie des meilleurs défenseurs de Première Ligue, mais Val l'a dit, on a moins de international de Lloris, de Varane, on a Pogba qui est parti, Benzema qui est parti, enfin Benzema qui a pris sa retraite, qui a pris sa retraite. Et on a plus ces joueurs de ce calibre vraiment qui fait peur, et surtout on se retrouve avec Mike Maignan où on est un petit peu en dents de scie sur son état physique, pardon. Et puis il y a 2 gardiens en plus qui n'ont pas ce profil non plus de prétendre à une place de numéro 1. En défense centrale, au milieu de terrain. Non aussi, mais aujourd'hui tes seules certitudes ça va être Griezmann, Mbappé, j'ai envie de dire Pavard derrière. Dembélé peut-être. Dembélé je pense pas parce que tu connais son irrégularité. C'est compliqué. Tu sais qu'il peut passer à travers. Il est dans le groupe depuis plusieurs temps. Oui, il est dans le groupe. Mais je te parle en termes de régularité en équipe de France avec ce maillot-là. Moi, je parle plutôt de cohésion de groupe. Aussi. Parce qu'il y a eu en fait, je parle des départs des cadres et du coup, est-ce que la France, elle est en train de reconstruire un vrai groupe, mais est-ce qu'elle va y arriver à cet Euro-là? Mais ça reste quand même un groupe, Axel, qui est presque assez similaire à la Coupe du Monde 2022. Je veux dire, il y a quelques nouveaux. Sinon, globalement, les automatismes sont là. Je veux dire, tout le monde se connaît dans ce groupe-là. Ouais, mais je sais pas. Alors, j'aimerais aussi revenir sur le cas de Chouameni. Est-ce qu'il est blessé ou pas pour tout l'Euro, ou alors il est blessé peut-être pour les premiers matchs? Pour le début, parce que pour moi aussi, lui, il est très 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 important quand il est vraiment à un bon niveau dans ce milieu de terrain, voire dans cette défense, parce que souvent au Real Madrid il est en défense. Donc déjà il y a ce cas-là aussi, et c'est vrai que c'est un gros cadre. Mais même si on a à peu près le même groupe un peu que la Coupe du Monde, je sais pas, j'ai l'impression que ces 4 derniers matchs là de matchs amicaux, préparation, bizarre. Déjà on était dans le rythme de la fin de saison, donc c'était un peu après compliqué. ça faut jamais vraiment les prendre en compte. Je sais bien, surtout avec l'équipe de France. On dit ça un petit peu quand ça nous arrange aussi, j'ai l'impression. Un match catastrophique contre le Chili, on fait un match nul contre le Canada. Justement, parfaite transition messieurs, on va écouter Didier Deschamps, c'est le principal concerné, forcément le sélectionneur des Bleus. Il est revenu justement sur cette préparation depuis le mois de mars, mais surtout depuis le mois de juin, et sur cette préparation, comme on l'a dit, avec la victoire 3-0 du Luxembourg face au Luxembourg et le 0-0 face au Canada. On va écouter le sélectionneur des Bleus. Écoutez, globalement, ces 10 jours se sont bien passés à travers ce que dégage le groupe au quotidien, l'état d'esprit, avec évidemment, comme vous le savez, des joueurs qui sont arrivés en décalage, d'autres qui ont quelques petits soucis. Et les 2 matchs qu'on a eus, avec ce soir une adversité plus importante que celle du Luxembourg, tant mieux. Ça nous mettra en éveil par rapport à ce qui nous attendra déjà le 17 contre l'Autriche. Après, pour avoir regardé aussi le match de pas mal d'équipes et les grandes nations, ça n'a pas été simple pour tout le monde, donc je sais pas les situations des uns et des autres, mais courte préparation, mais c'était nécessaire de passer par là. C'est intéressant ce que dit Didier Deschamps par rapport à la préparation aussi des adversaires, des autres grands favoris au final de cet Euro. Je pense par exemple à l'Allemagne qui a fait un nul contre l'Ukraine 0-0, qui a gagné très difficilement contre la Grèce 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0. Est-ce qu'il faut avoir une inquiétude tout de même par rapport à ce qu'on a vu durant ces 2 matchs, Jordan? J'ai envie de dire, moi les matchs amicaux j'aime pas trop les prendre en compte. Après il faut quand même, parce que ça précède juste la compétition. Et comparé à la dernière Coupe du Monde, là où on ne sait pas si l'équipe de France a progressé, j'ai quand même l'impression que les autres nations, elles se sont mis en mode Euro directement, elles ont progressé, notamment l'Allemagne. On l'a vu comment elle a étriqué la France lors des derniers matchs amicaux. On reviendra un peu sur l'Allemagne, mais l'Allemagne, avant ces 2 matchs amicaux du mois de mars, c'est un petit peu le néant. Et même là, cette préparation-là... mais on sait comment se porte le football allemand actuellement. Oui, bien sûr, mais ils reviennent quand même d'assez loin. On va dire que c'est l'arbre qui cache la forêt un petit peu. Depuis 2018, ils sont clairement en reconstruction, les Allemands. Et je pense qu'il y a bien un moment où là ils vont surperformer, ça peut être que chez eux. On va en parler après. On en parlera après des Allemands. Un petit peu sur la France. On va passer maintenant à la liste des 25. Comme vous savez, il y a un homme qui est ressorti comme n'étant pas présent dans cette liste et qui aurait même dû être présent dans cette liste si on en écoute certains. C'est Alexandre Lacazette qui n'a pas été sélectionné dans ces 25 bleus. Il aurait pu d'ailleurs, Didier Deschamps, sélectionner 26.
26. Il a préféré en garder que 25, encore une fois, comme à la Coupe du Monde 2022. Alexandre Lacazette n'est pas dans ces 25. On va rester quand même objectif parce qu'on sait qu'on a Mélia Lyonnais, donc on va rester le plus objectif possible. Axel, pour toi, est-ce que c'est une aberration qu'il n'y soit pas, ou pour toi c'est quand même un choix logique de préférer par exemple à Kolo Muani ou à Marcus Thuram? Bah, de toute façon, il a fait ses choix en fait, Deschamps, donc forcément ça va être un choix logique pour lui parce que il a pris Kolo Muani depuis quelques années sous son aile, pareil pour Marcus Thuram. Lacazette, on sait très bien les liens qu'il a aussi avec Deschamps, c'est pas forcément la joie. Malgré une saison totalement exceptionnelle où il porte Lyon. On ne sait pas justement les liens avec Deschamps. On ne sait pas, mais on devine parce que en fait, déjà l'année passée, on le convoque même pas pour les matchs amicaux, déjà rien que ça en fait. Après, peut-être qu'il le laisse aussi pour les JO. C'est peut-être une. Après, est-ce que tu privilégies les JO à l'Euro? J'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Clairement pas, mais bon, c'est un lot de pour moi, il aurait dû être pris, mais juste en fait, ça suit la logique de Didier Deschamps de pas le prendre alors qu'il fait des saisons super. Et par exemple, c'est dans la continuité du travail que fait Didier Deschamps finalement. Et Valentin, je voulais prendre aussi le contre-exemple avec Barcola, qui lui va connaître sa première sélection, enfin qui a déjà connu sa première sélection, mais pour l'Euro du coup, on se dit que voilà, il appelle un tout nouveau, alors qu'on sait que Deschamps habituellement il privilégie le groupe, donc il aime avoir ces mêmes joueurs, ces mêmes profils. Là, il appelle un Barcola qui est tout nouveau, qui ne connaît pas vraiment, mais avec alors tout le qu'il respect, aurait pu Barcola. appeler un Alexandre Lacazette. Non mais mais Barcola, avec tout le respect, s'il n'est pas au PSG, qui fait les mêmes performances, il est jamais appelé. Pour moi, c'est là que ça rentre en jeu. Je veux pas dire qu'il fait partie d'un clan Mbappé, mais l'été où il arrive au PSG, je me dis si le mec fait des bonnes performances, il connaîtra vite l'équipe de France. C'est très intéressant, c'est ça qui soulève. Si pour moi il fait ses performances à Dortmund, il est même pas à l'Euro. Parce que pourquoi il y a qui dans l'équipe de France aujourd'hui? Tu retrouves du Dembélé, du Kylian Mbappé, du Kolo Muani. C'est des gens avec qui ils sont proches, ils se voient tous les jours. Et là, on est dans la notion de groupe véritablement que veut instaurer. Oui. Et est-ce que c'est pas plus simple d'intégrer un jeune qui a déjà très peu de sélection, qui commence à être un petit peu, qui peut ramener cette fougue, voilà, et qui au lieu d'un Lacazette qui justement prétendrait à cette place de neuf titulaire, et qui aurait trop d'ego, qui n'apporterait peut-être pas ce qu'apporterait Barcola. Si ça se trouve, peut-être que a déjà ce qu'il veut. Didier Deschamps dans son profil tactique, et il n'a pas envie de ramener un joueur du profil de Lacazette, de l'ego de Lacazette, d'un mec qui va vouloir directement grappiller du temps de jeu, alors que je ne serais pas surpris que Barcola prenne 10 minutes sur le dernier match de phase de poule. Ouais, mais là, moi, où je me souviens de ta question, tu demandes à Axel, est-ce que Lacazette non appelé, c'est une aberration? Je vais reprendre les termes. Pour moi, aujourd'hui, Lacazette, il fait partie des 6-7 meilleurs attaquants français. Okay. Je trouve qu'il n'y a pas de débat. Quelle nation, aujourd'hui, ne sélectionnerait pas un de ses top 3 meilleurs attaquants? Quelle nation, à part la France? L'Angleterre avec fait des choix forts avec Rashford. Mais est-ce que Rashford fait parmi les 3 meilleurs attaquants? Finaliste de Ligue des Champions. Sancho, ça se discute. Mais Sancho, il y a d'autres choses parce que... Oui, c'est pas comme on est sur le même profil. Il prend Gordon à la place. Non, mais là on parle de la France. Lacazette, ça fait 2 ans qu'il surperforme. Il n'y a personne qui a son profil. Et je trouve qu'il a un jeu adapté à l'équipe de France. Quand tu sais qu'un Olivier... Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il a un jeu. Il va jouer dos au jeu avec son corps. Le seul qui a un petit peu ce profil et encore plus physique, ça va être Giroud. Et Giroud qui n'a plus de minutes. Et quand tu sais que ton neuf, ça va être Marcus Thuram, mais je suis désolé, j'ai beaucoup de respect pour Marcus Thuram. Mais pour moi, un Lacazette, parce que là, Thuram va être le titulaire. Hein. Thuram est titulaire devant Giroud. Ouais. Et ben si je peux me permettre, un Lacazette doit toujours être titulaire, surtout qu'il n'y a pas une grande différence dans le style de jeu. Mais du coup, t'instaures un mec qui n'a même pas fait, qui aurait fait 2 matchs de compétition internationale, du coup, de matchs amicaux, devant des mecs qui auront fait une préparation, qui auront joué même avec ces joueurs-là dans l'année. Statut aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Lacazette, il peut pas prétendre à cette place de numéro 9 titulaire en équipe de France. Je sais pas, mais il doit être dans le groupe. Alors comment il trouve cette alchimie là? Moi je suis désolé, on râle parce qu'on est lyonnais, mais il y a d'autres joueurs qui ont été mis à la porte aussi. Hein. Et on va juste continuer ce débat sur les Bleus. On va afficher à l'écran les 2 compositions des Bleus pendant les matchs de préparation. Donc c'était face au Luxembourg, comme vous voyez, à ma droite et à votre gauche du coup, et face au Canada à votre droite. On voit ces 2 compositions. Pour vous, on tendrait plus vers quel 11 titulaire pour l'Euro, sachant que forcément pour cette composition face au Canada, on rajoute évidemment un Kylian Mbappé qui a déjà sa place dans le 11. C'était pour la dernière voilà, exactement. C'était pour la dernière de Giroud. Donc pour toi, Axel, on partirait plus sur quelle composition type pour l'Euro?
Et toi, t'aimerais quoi comme composition? Franchement, un mix. Ouais, voilà, ça va être un mix des deux. Pour moi, tu mets juste Saliba à la place de Konaté et tu mets Kamavinga à la place de Fofana. Et Dembélé à la place de Colomoni. Voilà, Dembélé à la place de Colomoni, je cherchais le dernier. Et voilà, c'est ça. Mais donc c'est un mix des deux. Ouais. Plus vers la gauche quand même. Donc Mbappé, Thuram en attaque. Voilà, je sais pas quoi en penser. Et pour ce poste de latéral droit, j'aimerais bien aussi revenir là-dessus. On a quand même 3 latéraux droits, j'ai envie de dire, avec Klose et Pavard qui peut jouer aussi dans l'axe. Mais en fait, on a les deux mêmes profils que sont Koundé et Pavard qui peuvent jouer défenseur central et latéral. Et on a Jonathan Klose. Pour vous, qui doit être aligné? Est-ce que Deschamps a raison d'aligner moi, je lui en voudrais pas s'il met Koundé ou Pavard. Pour moi, les deux méritent de jouer à ce poste. Les deux sortent d'une très belle saison. Mais donc on laisse un Klose sur la touche. Klose et même Klose peut apporter en fait en fin de match techniquement. Klose ce serait plus quelqu'un qui sort. Enfin en fait tout va dépendre des options. Mais pour moi, je partirais sur Pavard en tant que latéral droit titulaire. Klose peut jouer des deux côtés. Selon la physionomie du match, quand tu fais, parce que le poste de latéral droit, voilà, c'est vraiment un poste qui est capable qui sera le plus probable à être changé en cours de match. Selon la physionomie du match, soit tu fais rentrer un latéral droit du profil de Koundé, soit de celui de Klose. Il y a Ferland Mendy aussi qui peut jouer à droite. Oui, mais là ce serait moins. Non, moi je n'imagine pas la doublure de Théo. Non, et puis Théo risque très peu de sortir de ses performances. Et en pointe, on a évoqué tout à l'heure Thuram et Giroud. Pour vous, on tendrait plus vers qui? On sait que Deschamps privilégierait plutôt un Marcus Thuram pour débuter cet Euro. Est-ce qu'on doit continuer à faire confiance à Olivier Giroud, qui est forcément en fin de carrière, il va rejoindre Los Angeles, on le rappelle cet été. Jordan? J'ai du mal avec le style de jeu de Thuram. Ouais, c'est dur. Il sort d'une saison exceptionnelle avec l'Inter, vraiment, je peux pas le critiquer, mais j'ai beaucoup de mal avec son jeu. Ça me dérangerait pas de voir Giroud faire une dernière danse. Après, il faut voir niveau physique. C'était pas ses meilleures rencontres là, les 2 matchs amicaux. Mais je pense que ça reste Olivier Giroud, c'est un grand attaquant et il saura se réveiller. Et Thuram, ça peut être très très bon sur le banc quand même. Et on va juste conclure par un certain Kylian Mbappé. Forcément, c'est le capitaine des Bleus, le numéro 10. C'est celui qu'on attend peut-être le plus dans cet Euro. En tout cas, tous nos adversaires attendent Kylian Mbappé, ont peur de Kylian Mbappé. Est-ce que pour vous, c'est son Euro? Il est dans les cotes les plus faibles pour terminer meilleur buteur de l'Euro avec Harry Kane. Maintenant, honnêtement, on a vu dans notre attaque, c'est là où on a le moins d'hésitation sur finalement qui va prendre cette place en attaque. C'est le mec qui doit porter l'attaque. Il le sait très bien avec Antoine Griezmann. Ce sera les distributeurs offensifs, les joueurs proéminents du jeu offensif français. Maintenant, on est d'accord pour dire que c'est son Euro. Voilà. Tous les problèmes qu'il devait avoir autour de lui, les bruits de son entourage, les questions en zone mixte, en interview et tout, tout ça, il n'y a plus d'excuses. C'est fini. L'affaire est réglée. D'ailleurs, très bien de la régler avant l'Euro. Totalement. Et surtout qu'en conférence de presse, il l'a bien dit, il se sent mieux. Je pense qu'il a faim là. Content, il a faim. Il a envie de jouer. Il le veut cet Euro. C'est mine de rien, ça lui manque à son palmarès. On l'a un peu vu sur le Luxembourg. Vraiment, il courait de fou. Il proposait beaucoup. Même déjà en finale contre Lyon en Coupe de France, il a pas fait son meilleur match, mais il était plein d'envie. On va l'écouter. On va écouter le roi sur les ambitions des Bleus, mais aussi ses ambitions pour cet Euro 2024. Il était en conférence de presse. On l'écoute. C'est une compétition qui est très compliquée. Pour moi, plus compliquée qu'une Coupe du Monde. Même si une Coupe du Monde, il y a tellement de pression que l'enjeu prend beaucoup le dessus. C'est difficile de répondre présent du niveau, mais si on parle de niveau, c'est difficile parce que toutes les équipes se connaissent. On a l'habitude de se jouer tout le temps, donc tactiquement, c'est un football qui se ressemble. C'est très très difficile. Dès les phases de poule, c'est très très difficile. On voit notre poule, on joue l'Autriche, une équipe très surprenante. On a les Pays-Bas, une très bonne équipe. La Pologne, une équipe qu'on avait joué en 8e de finale à la Coupe du Monde, mais qui s'est qualifiée de justesse au barrage. Ça prouve la complexité de la compétition. Donc c'est une compétition qu'on n'a pas gagnée depuis longtemps. 24 ans, c'est énorme pour un pays comme le nôtre. Maintenant, on ne se met pas de pression supplémentaire. Comme j'ai dit, l'objectif c'est d'arriver prêt. Valentin, l'objectif c'est d'arriver prêt pour Kylian Mbappé, on le sent vraiment déterminé. Je suis complètement d'accord avec lui sur le fait que peut-être l'Euro c'est la compétition internationale la plus compliquée. Il l'a très bien dit, tous les footballs se ressemblent, c'est du football européen. Des joueurs du calibre qu'ils ont l'habitude d'affronter dans les plus grandes compétitions européennes.
Donc maintenant, voilà, à lui de mettre en avant ses qualités sur le terrain. Il sera poussé par un public, voilà, où maintenant il a ce capitanat, il a ce rôle, il a les clés du jeu offensif français. Et surtout, la France, on l'a dit tout à l'heure, mais elle n'a plus cette étiquette de favori. Et il va peut-être pouvoir emmener cette équipe chercher cet euro qui suit depuis 24 ans maintenant. Et évidemment, depuis 2000, l'équipe de France n'a pas remporté cette compétition. Dernier titre en date, c'était la Ligue des Nations. On s'en rappelle tous, 2021, si avec Karim. Avec Karim Benzema, effectivement. On va maintenant passer à l'équipe organisatrice, l'Allemagne, qui est beaucoup attendue, parce que forcément, au-delà du fait que ce soit chez eux, ils nous ont impressionnés contre les Bleus en mars dernier. Et c'est vrai que c'est une équipe qui est très attendue, qui a qu'un gros collectif. On dirait que tu fais partie de l'équipe, si je peux me permettre. C'est vrai que ça va bien avec l'écran. Il faut partie des gros de cette compétition. Mais est-ce que pour vous, alors je vais juste rappeler les derniers résultats de l'Allemagne. Ils sont 16e nation mondiale. Je ne sais pas si on se rend compte, on parle de l'Allemagne, championne du monde en 2014. Un énorme downfall, bien sûr. À l'Euro 2020, ils sont éliminés en 8e de finale 2-0 contre l'Angleterre. Bon, ça reste une performance louable parce que c'est l'Angleterre en face et qu'après ils vont en finale. En 2022, pour la Coupe du Monde, ils sont éliminés en poule. Grosse désillusion après. Et pareil en 2018. Exceptionnel. En 2018 également, éliminés en poule. En 2016, en demi par la France. Et en Ligue des Nations, ils sont également éliminés en poule. Bon, ça compte forcément moins, vous allez me dire, mais ça reste quand même assez critiquable, sachant qu'ils étaient avec la Hongrie, l'Angleterre et l'Italie. Là cette année ils sont dans un groupe plutôt abordable avec la Hongrie, la Suisse et l'Écosse. Écosse, merci. Et du coup on va se poser la question du parcours de l'Allemagne dans cet Euro. Valentin, pour toi, est-ce qu'on attend un grand parcours de cette équipe allemande? Ils sont attendus parce qu'ils sont chez eux, mais grosse surprise, l'effectif a beaucoup bougé. Il y a des cadres qui sont pas là, on en parlait en off, Mats Hummels n'est pas là, Marco Reus n'est pas là, d'autres figures importantes. Il y a quand même des cadres, on l'a vu, même Kroos l'a dit, ce sera son dernier tournoi international. Il est revenu et ce sera son dernier. Ouais. Maintenant, il y a une jeunesse à pourvoir. On voit Moussala à l'écran, on voit Florian Wirtz, on voit Jonathan Tah, voilà, des joueurs qui ont explosé cette saison. On a du Kimmich, mais des gens qui doivent maintenant endosser le rôle de ceux qui sont partis. Ouais. Maintenant, c'est à Kimmich de prendre les devants. C'est à tous ces joueurs-là. Voilà, Neuer, ce sera peut-être son dernier. Et on a des petits nouveaux qui arrivent. Je me permets. Füllkrug, Mittelstädt. Voilà, je sais très bien que tu l'adores. J'adore ce joueur, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui sont assez explosifs et qui apportent du peps à cette équipe allemande. Je parle de Mittelstädt. Füllkrug est plus âgé, mais il apporte aussi quelque chose. Ah ouais. J'ai l'impression de voir, je sais pas, vous allez me dire, mais un Gignac ou un Olivier Giroud bleu. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'il fait aussi. Et parce que l'équipe faisait du surplace jusqu'alors. Honnêtement, il y a aucune évolution. La transition, elle a été très dure. En fait, ils sont passés tellement d'une génération dorée, magique avec des Philippe Lahm, des Thomas Müller, bref, j'en passe, Ozil, Boateng, Hummels qui est toujours performant. Toute l'équipe de 2000. Et là, aujourd'hui, ils ont pas eu une aussi bonne équipe depuis 2014, je pense. Ouais. Et est-ce que pour toi, on se rapproche de 2014 ou pas encore? Non, on est encore un peu loin parce que là, c'est des joueurs aussi qui ont beaucoup à prouver. Mais pour moi, quand tu as Florian Wirtz qui est parmi les meilleurs joueurs au monde, Moussiala pareil, Toni Kroos pareil, va falloir être préparé en face. Mais moi, je trouve vraiment le seul point vraiment dommageable, c'est quand même qu'il n'y a pas Mats Hummels. Genre, c'est vraiment pour moi. Il peut se permettre d'enlever du Goretzka. Moi, c'est vraiment dans le top 3 des meilleurs défenseurs du monde. Il y a Jonathan Tah. Et c'est impressionnant ce qu'il a fait. Il y a eu, je crois, 3 fois le joueur du match. C'est absolument aberrant. Enfin, vraiment, c'est lui qui qualifie son équipe contre le PSG. Et il n'est pas là. Alors, peut-être il y a des trucs internes. Oui, sûrement. Parce que pour moi, c'est impossible qu'il soit pas là. Et bah, Axel, tu parlais des absents, mais il y a Hummels, tu l'as dit, il y a Niklas Süle aussi, il y a Julien Brandt, Goretzka, Serge Gnabry, Adeyemi voilà, aussi. Adeyemi, il n'y est pas. C'est comment c'est possible? Un gros calibre quand même. Il rentre en fin de match, par exemple, s'il ne fait pas titulaire, il rentre en fin de match, ça fait extrêmement mal à n'importe quelle équipe. Après, peut-être que c'est comme les Bleus, c'est comme l'Angleterre, il y a aussi ça prouve la richesse. Voilà, ça prouve aussi la richesse. Il y a quand même 2 joueurs qui sont allés en finale de Ligue des Champions quand même. Mais il y a aussi un groupe à former. Peut-être qu'Hummels n'était plus d'actualité dans ce groupe en tout cas. Axel, pour toi, est-ce que tu vois quand même un grand parcours en perspective pour les Allemands? Ah oui, de toute façon, ça se verra après. Mais oui, clairement, moi je les vois quand même aller soit en demi, soit en finale. Je trouve quand même qu'ils sont impressionnants malgré tout.
même s'il y a peut-être des points d'amélioration, on retrouve quand même un Neuer qui revient en force, et ça fait toujours plaisir d'avoir un Neuer qui revient en force. Un milieu de terrain absolument exceptionnel. Alors peut-être avec Neuer, je reviens juste, mais certains médias allemands, je regardais, sont un peu mécontents de la concurrence entre Neuer et Ter Stegen. Parce que Ter Stegen toque à la porte depuis une dizaine d'années. Après, les deux c'est des top 5 des meilleurs gardiens du monde. C'est magnifique, tu peux te permettre de te casser le bras et d'avoir quand même franchement, c'est même peut-être des 3 meilleurs gardiens du monde. C'est absolument. On n'a pas ce luxe, la France. C'était là au même niveau que quand Handanovic barrait la porte à Oblak en sélection. Ça, c'est exceptionnel aussi. Et juste pour appuyer ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'Allemagne et la préparation qu'ils ont eue, il y a Jens Lehmann, forcément une légende de l'Allemagne, ancien gardien d'Arsenal, qui a dit au Télégraphe, c'est difficile à dire sur la manière dont ils pourraient s'en sortir, donc c'est par rapport aux résultats de l'Allemagne, parce qu'ils ont eu des résultats terribles. Ils se sont sauvés avec une victoire contre la France et les Pays-Bas en mars, mais nous ne devons pas surestimer ces résultats. J'imagine que si nous avons 3 ou 4 joueurs avec un grand talent, ils feront la différence, mais je pense au maximum à une demi-finale. Est-ce que vous rejoignez ces propos ? Jordan. En fait, j'ai pas une spoil nos braquettes pour la compétition, mais pas nos braguettes évidemment. Mais moi, je les vois aller assez loin. Je pense que vraiment le fait que ce soit chez eux, l'engouement du peuple allemand autour du football, on le connaît, il est plus à prouver. Ils peuvent aller très loin, et surtout qu'ils sont portés par des joueurs qui sortent pour la plupart d'une saison pas mal. Que ce soit ceux qui jouent à Dortmund, certes en championnat c'était pas fou, ceux qui étaient à Leverkusen, comme ceux du Bayern. Le Bayern c'était un peu moins bien cette année, mais ça reste le Bayern. Le football allemand globalement cette année a été exceptionnel. Il a été excellent. Il a jamais été aussi concurrent. Je pense depuis les années 2010. Quand on regarde en Europe, en Ligue des Champions, dans le dernier carré, t'as 2 clubs allemands, peut-être les 2 meilleurs avec le Borussia et le Bayern. Et encore, parce que Leipzig, qui peut éliminer le Real en plus. Évidemment. Et puis en finale de Ligue Europa, t'as quand même le Bayern Leverkusen. Qui a fait une défaite dans sa saison. Ah non, mais là ils arrivent tous avec une confiance, comme s'ils pouvaient renverser des montagnes. On va écouter Julian Nagelsmann, le sélectionneur allemand. Il était revenu en septembre sur ses ambitions pour cet Euro. Et on peut dire que c'est encore d'actualité. Ich fand die Gespräche herausragend gut, deswegen, wie Bernd richtig gesagt hat, gab es keinen Anlass, mich überzeugen zu müssen, sondern eben das gerade erwähnte Ziel im Sommer, eine sehr, sehr gute Heim-EM zu spielen, ist extremer Anreiz für mich, ist eine große Herausforderung. Da steht da dann bei einer Heim-EM auch eine Nation dahinter, die wir natürlich auch mit gutem Fußball als gesamte Gruppe, als gesamte Mannschaft auch begeistern wollen. Ich glaube, es wird auch auf dem Weg zur EM ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir, und das wird nichts verkompliziert, und es wird natürlich, wenn wir auch einen Fußball spielen wollen mit einer gewissen Idee, steht, glaube ich, außer Frage, deswegen hat man auch einen Trainer, der eine gewisse Idee hat. Aber es wird so sein, dass wir schon den Anspruch haben, auch einen attraktiven Fußball zu spielen, der nicht nur von den Ergebnissen her. Et Valentin, il nous disait, Nagelsmann, qu'il voulait avoir une certaine philosophie, créer une philosophie et jouer avec beaucoup de spectacles. C'est un petit peu réussi pour l'instant. Un jeu attractif, et puis surtout, c'est ce qui correspond énormément à Nagelsmann. Voilà, c'est dans sa philosophie. Il a les joueurs pour. En fait, il a les joueurs pour, et on verra ça contre l'Écosse en match d'ouverture. On va maintenant passer aux surprises que vous nous avez concoctées, forcément comme à chaque Euro, j'ai envie de dire comme à chaque compétition internationale, on a toujours des petites surprises qui sortent du lot, des petits pays qui nous font vibrer finalement. On se rappelle en 2016 de l'Islande. Exactement. Qui avait fait un parcours exceptionnel. Énorme. On se rappelle aussi en 2020 la Hongrie qui nous avait fait très peur en groupe. Mais là vous nous avez concocté 3 équipes. Une équipe chacun. Jordan, je te laisse commencer avec la tienne. Alors, ça va être une surprise selon moi, l'équipe de Hongrie. Oui. Alors évidemment, je les vois pas remporter l'Euro, mais je les vois faire un beau parcours. Alors, c'est une équipe... la Hongrie qui sont, je rappelle, dans le groupe A. Dans le groupe de l'Allemagne, avec l'Écosse et la Suisse. Déjà, je trouve qu'ils ont un groupe qui peut être favorable à leur épanouissement, si je peux dire. Ils sont pas dans un groupe de la France avec des gros cadors comme les Pays-Bas ou la France. Ils peuvent pourquoi pas finir derrière l'Allemagne. Je pense qu'ils ont le potentiel, notamment avec un Szoboszlai ils peuvent battre l'Écosse. Ils peuvent aussi faire la surprise face à la Suisse. Et puis on rappelle, en plus de finir deuxième, ils peuvent terminer troisième. Et oui, 4 des 6 meilleurs troisièmes sont qualifiés. En huitième. Alors selon comment j'avais fait mon bracket, si pour moi ils passent, ils sont face à l'Italie. Ok. Ça se complique. Ça se complique, mais on connaît l'Euro, on sait que la Suisse a sorti la France en 2021. Il n'y a pas de surprise.
sauf avec l'Italie. Et puis l'Italie aussi qui nous a fait une surprise en 2020, on les attendait pas à ce niveau-là, sachant mais l'Italie ils font soit des surprises en positif, soit en très négatif. C'est aussi exceptionnel parce qu'ils sortent d'une Coupe du Monde où ils ne sortent pas de Coupe du Monde. Les deux dernières, ils les font pas. 2022. Et puis à ce titre, venu de nulle part. C'est pour ça, je pense qu'ils peuvent, pourquoi pas, sur une performance magistrale, arracher les quarts finales, emmenés par un Szoboszlai de Liverpool exceptionnel. Et un sélectionneur, Marco Rossi, qui est en place depuis 2018. Oui, voilà ce que j'allais dire. Il y a des joueurs qui sont C'est une sélection en fait qui est passée pas loin en 2022 de se qualifier à la Coupe du Monde. Ils étaient vraiment pas loin, ça s'était joué dans les dernières minutes. Là ils ont réussi à se qualifier à l'Euro plus sereinement, même si ça reste toujours compliqué pour les petites nations. Ils peuvent pourquoi pas, comme d'autres sélections comme l'Albanie, faire un petit coup. Juste pour appuyer tes propos, ils se sont terminés premiers des qualifications pour l'Euro. Ils étaient dans un groupe, comme tu l'as dit, pas très relevé. Il y avait quand même la Serbie où ils ont fini devant, mais voilà, ils terminent quand même premiers de ces qualifs. Et ils ont eu de novembre 2022 jusqu'à ce printemps 2024 une série d'invincibilité de 14 matchs, donc 9 victoires et 5 nuls. C'est assez louable pour c'est très beau et c'est un groupe qui se connaît bien. Après, je vais pas faire le menteur, je connais pas chaque joueur de l'équipe d'Hongrie, mais de ce qui en ressort et de ce que les spécialistes y disent, faut se méfier. On a quand même des noms qui ressortent depuis 2020. On a du Salah, Szoboszlai. Voilà, c'est des joueurs aussi qui se connaissent. On a l'impression que c'est un groupe qui le groupe n'a pas beaucoup bougé. Exactement. Valentin, on va passer à ton équipe surprise. Moi, je vais enlever la toque et je vais sortir de mon chapeau l'Ukraine. Voilà, l'Ukraine qui pour moi est une sélection qu'il ne faut pas sous-estimer parce que en fait, mine de rien, ça fait pas beaucoup de bruit, mais bon. Je vais désamorcer tout de suite, mais il y a dans les qualifiers, voilà, dans leur groupe, ils avaient l'Italie et l'Angleterre. Donc, ils ont terminé 3e. Ils ont terminé 3e à égalité avec l'Italie. Oui. Voilà, même résultat, donc 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Contre les gros, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Ils ont fait 2 nuls et 2 défaites. Exactement. Un nul et une défaite chacun contre l'Italie et contre l'Angleterre. Ils arrivent aussi à l'Euro en ayant fait 0-0 contre l'Allemagne. Oui. Après, voilà, il y avait quand même 26 tirs à 4, une surdominance allemande. Mais ça en dit long aussi sur leur capacité à tenir un match, à défendre, à être solide défensivement. Et ça, être solide défensivement, c'est quelque chose qui est un peu rare pour cette équipe ukrainienne parce que c'est là où ils ont le moins d'atouts. Quand on voit leur effectif, ils peuvent devant ils sont très bien. Ils ont le Pichichi espagnol actuel qui est Artem Dovbyk. Ils peuvent le remplacer par un Roman Yaremchuk qui avait une cote de popularité avant excellente. Modric. Et puis devant, et puis surtout en termes de création, t'as du Tsigankov qui sort d'une saison magnifique à Gérone. T'as du Modric qui, on le sait, en demi-teinte à Chelsea, mais qui est excellent à chaque fois qu'il joue en sélection. C'est lui qui porte la sélection. C'est lui qui est un peu le fer de lance. Voilà, on en parlait. C'est le numéro 10. C'est le crack génération. T'as du Zinchenko aussi, t'as du Taras Stepanenko, t'as du Mikolenko, et puis il y a aussi moi un petit talent que j'aimerais mettre en lumière, voilà, qu'il faudra surveiller, c'est Soudakov. Voilà. Donc quand vous allez avoir un maillot ukrainien avec un 7 dans le dos, il va falloir faire attention à Soudakov. Il est pisté actuellement par Chelsea. Il vaut près de 35 millions d'euros alors que personne ne parlait de lui l'année dernière. Il a une folle montée, il a pris 35 millions en 6 mois, c'est une folie. Il sort d'une excellente saison au Shakhtar. Donc voilà, il va falloir surveiller cette équipe ukrainienne. Dans les cages, il y a Lounine. Et en plus de Lounine, t'as Troubine. Voilà, donc t'as deux gardiens excellents qui vont se partager, je pense, le poste pendant 15 bonnes longues années. Même si bon voilà, avant c'était Troubine parce que Lounine ne jouait pas. Maintenant Lounine vient de tout casser. Il a explosé cette saison. C'est techniquement celui, mais bon il y a toujours cette insu. Un gardien qui est titulaire à Real Madrid, est-ce que tu le mets Oui, mais après Troubine lui excellait. Voilà, donc qui va reprendre le flambeau de Piatov qui n'avait pas laissé ce poste pendant quelques années. C'est vrai que lui il voulait pas lâcher. Tout va dépendre aussi du dispositif mis en place. Il y a eu beaucoup de changements, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. Ce sera la surprise de l'entraîneur Trebov. On va voir tout de suite. Et juste pour appuyer tes propos, on parle de l'Ukraine, mais l'Ukraine au dernier Euro, c'est quart de finaliste. C'est quart de finaliste. Et ça sort ils se font trier par le finaliste en plus, par l'Angleterre. Bien sûr. Et il y a aussi le groupe, ils sont dans un groupe avec la Belgique abordable, avec une Belgique, on a des doutes, une Roumanie, une Slovaquie, tout le monde a sa carte à jouer. Bien sûr. Et sur le papier, c'est la deuxième meilleure équipe. Et surtout, c'est la deuxième meilleure équipe, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils jouent la Belgique en dernier. C'est-à-dire qu'ils font victoire contre la Roumanie, contre la Slovaquie. Ils ont déjà main dans les poches. Exactement.
Et on va passer maintenant. Alors, juste, c'est la 4e participation d'affilée à un Euro de la part de l'Ukraine. C'est louable. Qui n'était pas qualifié avant. On va passer maintenant au pays d'Axel. Et là, ça nous concerne un peu plus en tant que Français. Ouais. Ça nous concerne un peu plus parce que moi, c'est l'Autriche. L'Autriche, très belle équipe. Pour faire simple, en vrai, sur leurs 16 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc matchs amicaux, qualifs d'Euro, ils ont fait une défaite contre la Belgique 3-2 et ils ont fait 2 matchs nuls. Donc le reste, c'est des victoires. C'est quand même assez impressionnant. 13 victoires. Ils ont gagné 6-1 contre la Turquie récemment. Totalement. Avec un très beau match. Ils ont fini 2e de leur groupe de qualif à 1 point de la Belgique. Donc, comme je vous l'avais dit, ils ont fait un nul, une défaite en groupe de qualif. Et juste pour rappeler, ils sont dans le groupe de la France, dans le groupe D. Voilà, c'est ça. Un peu groupe de la mort. La Pologne. C'est groupe de la mort. Je pense que c'est l'Italie, l'Espagne. un des meilleurs groupes. Mais franchement, ce groupe-là, il faudra faire très attention, par exemple, le lundi prochain, parce que c'est notre premier match. Il faudra se mettre dans le bain directement, parce qu'il y a des Bockmartner, il y a des Sabitzer qui vont tout casser, Konrad Laimer aussi. Malheureusement, il n'y a pas David Alaba. Heureusement pour nous, d'ailleurs, si je peux dire. Non, ça va vraiment être une très très bonne équipe et moi je les ai mis très loin parce qu'en fait cette série de victoires ou alors une petite défaite par-ci par-là mais quasi d'invincibilité, en fait elle est impressionnante. Donc franchement très il faut louer aussi ça à Ralf Rangnick, l'ancien coach de United qui a fait un boulot exceptionnel avec cette équipe d'Autriche. Ouais, clairement. Et non franchement l'Autriche a surveillé. Déjà je les mets, on va en parler juste après, mais devant les Pays-Bas dans le groupe et ça c'est déjà un petit exploit. Maintenant on va passer à quelque chose qu'on attend tous depuis le début de cette émission. Les pronostics de chaque chroniqueur. Et moi-même, je me suis prêté au jeu des pronostics. Donc, on va donner à chaque fois l'ordre des 4 équipes de chaque groupe. Puis ensuite, on va faire 8e, quart, demi et finale. Et forcément, le vainqueur de l'Euro. Jordan, je te laisse commencer avec tes pronostics. On va commencer avec les phases de groupe. Tu nous as concocté. Sur les phases de groupe, à part quelques surprises, j'ai pas non plus vu de grands changements. Donc, comme j'ai dit pour le groupe A, je vois l'Allemagne et la Hongrie sortir. Avec la Suisse 3e. Groupe B. La Croatie. 4e. C'est la grosse surprise. C'est un petit peu une surprise parce que j'ai dit l'Albanie, je voulais pourquoi pas les mettre en surprise. C'est une équipe emmenée par Silvino qui surprend. Qui surprend beaucoup. Qui nous parle Silvino. Et la Croatie, je sais pas, je les vois sur une fin de cycle. Je les vois un petit peu lâchés. On dit qu'ils sont sur une fin de cycle, mais on dit aussi que c'est peut-être la dernière chance de gagner une compétition. Et je me dis, ça peut être pile ou face. Après, évidemment, ils sont favoris. Là, c'est un petit risque que je prends. Normalement, ils doivent finir devant l'Albanie. Mais je me dis qu'ils peuvent lâcher. Donc, je vois Italie et Espagne en 1. L'Espagne, les éternels sous-côté, en fait, la Croatie, parce qu'on les attend jamais là. On les attend jamais là. Dans un mois, je serai l'homme le plus bête de France, mais. Ça reste un pronostic, évidemment. Groupe C, Angleterre, ultra favori du groupe, suivi du Danemark qui, à chaque Euro, fait son petit parcours, surprise, mais pas trop. En fait. Vraiment. Non, c'est une équipe de 8e. Ça passe les poules, mais ça passe pas les 8e. Groupe D, alors j'avais hésité pour la 3e place entre l'Autriche et la Pologne. Je pense que, pour moi, la France, Pays-Bas, ça bougera pas. Autriche-Pologne, je pense que ça se vaut. Franchement, ça se vaut comme équipe. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner. La Pologne, très diminuée. Lewandowski, déjà, quand même. Alors, il est incertain contre la France, peut-être qu'il sera là. Mais ils font 8e de la dernière Coupe du Monde, comme l'a dit le bon vieux Kiki de Bondy. Et j'ai envie de faire confiance à Axel. Je mets l'Autriche 3e. Groupe E. Vraiment de surprise, non. Groupe E, toi t'avais dit Ukraine devant Belgique ? Non, j'avais mis Ukraine 2e. Ok, voilà, un petit peu pareil, Belgique-Ukraine. Après, Slovaquie-Roumanie, je vais être honnête. Ils vont se battre entre eux. Ils vont se battre pour la 3e place, mais dans cet ordre-là. Et groupe F, Portugal en ultra favori. La Géorgie, j'adore Mikotadze, mais je trouve en ultra non favori outsider. Mais je trouve et derrière, Turquie, République tchèque, ça peut se taper. Après, moi, la Turquie, je sais pas, c'est toujours un pays dont j'attends quelque chose. Je suis souvent déçu. Corentin a des réserves sur la Turquie. Oui, parce que c'est, comme tu dis, c'est une équipe qu'on attend toujours, mais qui nous déçoit toujours. Je me rappelle à l'Euro 2020. On les voyait quart de finale. On les voyait en quart, limite. Je sais pas. Ils sont pas passés les poules. C'est ça qui est assez décevant aussi. 3 défaites. Je trouve le groupe assez à leur portée. Oui, bien sûr. On passe au 8e de finale. Ouais, mais 8e, donc la Suisse qui serait dans les meilleurs 3e, mais qui serait battue par l'Espagne. Pareil, je l'ai dit, l'Allemagne en ultra favori, ça bégayera pas à la maison face au Danemark. Portugal, Serbie, donc Serbie dans les meilleurs 3e.
Pareil, là franchement j'ai mis les favoris pour moi, ils vont pas déconner. Oui, là pour l'instant il n'y a aucune surprise. Pays-Bas-Ukraine, ça peut se discuter parce que Val, t'as été pas loin de me convaincre, mais je mets quand même le Portugal de Cristiano et Bruno Fernandes devant. Pays-Bas-Ukraine. Pays-Bas-Ukraine, pardon, ouais, j'ai complètement fumé. Belgique, Albanie, Belgique, pas de surprise. Okay. France-Turquie, France. Angleterre-Autriche, Angleterre. Et Hongrie-Italie. Je vois l'upset. Alors ouais, ça c'est la grosse surprise. Ouais, je vois la Hongrie faire l'upset face à l'Italie. Ok. Je sais pas. J'ai envie c'est ta grosse surprise. J'ai envie qu'il fasse sa surprise. J'ai aucune certitude, loin de là. Mais je me dis que l'Italie peut choc dans les grandes compétitions, on les connaît. Ensuite, les quarts de finale, bon là, à part la Hongrie. Là, il y a des gros chocs. Hein. Espagne, Allemagne, pourquoi pas l'Allemagne, c'est à la maison. J'adore l'Espagne, mais pour moi, ils vont aller très loin, ces Allemands. L'Espagne, on ne sait pas vraiment. C'est vraiment un mystère. C'est un mystère complet. Ouais, c'est un mystère, mais il y a des bons joueurs en fait, on ne sait pas. En fait, surtout que l'équipe a l'air diminuée, mais en fait, ils viennent de coller 5-0, 5-1 en fait. Match de préparation, 5-0, 5-1, au revoir, bonjour, on arrive. Après, ça ne veut rien dire. On est non, mais ça veut rien dire quand ça nous arrange. Oui. Mais là. On se rappelle de 2018 où ils sortent contre la Russie. C'est pour ça que ça veut rien dire. Mais là, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. C'est bien. Quand tu vois face à qui ils peuvent tomber, voilà, c'est. Ouais, en 8ème, ils peuvent prendre une équipe moyenne. Hein. Excusez-moi, mais ils peuvent déjà sortir des contre la Suisse. Et en plus en phase de groupe, bien sûr. On rappelle qu'ils sont dans le groupe de la mort. En plus, on sait très bien. On a mis les meilleures équipes, mais on sait très bien qu'on peut se retrouver avec un Tchéquie-Danemark en quart. Et on n'est pas à l'abri de finir aussi 3ème. Exactement. Mais donc vas-y, Philippe. Du coup, Portugal-Pays-Bas, malheureusement, Cristiano, ce sera la fin sur la scène internationale. Assez surprenant de voir les Pays-Bas. Ouais, mais moi les Pays-Bas, je commence à vraiment kiffer. Xavi Simons, même là, on regarde leur dernier match, les connexions qu'il y a entre Malen, Depay, ça peut être pas mal. Et Van Dijk, hein, qui est toujours pour moi parmi les meilleurs défenseurs au monde. Ouais. Je pense que Koeman n'arrivera pas à amener cette équipe en demi-finale. Après, ça reste que. Je sais pas. Ils m'ont plu dans ces phases de groupe. Belgique-France, on les retrouve, les amis belges, après 2018, mais je vois la France bien au-dessus comparé à 2018. La Belgique est quand même plus faible. Et Angleterre-Hongrie, bon, j'ai adoré mes Hongrois, mais là, désolé, c'est cuit. Ouais. Et puis là, pour moi, les 4 meilleures équipes de la compète, Allemagne, Pays-Bas, je vois les Allemands passer. Okay. C'est la leur. C'est fou que tu sortes le Portugal aussitôt quand même. Ouais, face aux Pays-Bas, ça me choquerait pas. Et à chaque fois, le Portugal nous déçoit un petit peu. Hein. Oui. Sachant qu'ils ont une équipe avec. Les Pays-Bas aussi. On en parlait, Valentin, en off, mais. La dernière Coupe du Monde. Moi, c'est l'effectif qui me fait le plus peur. Individuellement, c'est l'effectif qui fait le plus peur, mais collectivement, je trouve qu'il manque encore quelque chose. Depuis 2018. Portugal, ouais. Mais là, c'est. En 2022, à la Coupe du Monde, tout le monde les voyait tout beau. Ils nous ont déçus. Et ma dernière demi, France-Angleterre. Là, pour moi, c'était pile ou face. Vraiment, c'est du 50-50. Ça a joué à un 2-1. 50-50, c'est celui qui aura le plus de mental. Ça peut être un but à la 90e, je serais pas surpris. Ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre. Mais là, le cœur a penché pour la France. Par contre, en finale, c'est un peu bizarre comme ça, mais je vois l'Allemagne gagner la France, quoi. Ok. On va passer au pronostic de Valentin. Valentin, j'ai envie de dire, c'est complètement différent de ce qu'a fait Jordan à quelque chose près. On va découvrir tout de suite tes pronostics. Alors, on commence par le groupe A, celui de l'Allemagne. Ouais, parce que je suis parti un petit peu. J'ai réfléchi beaucoup, on l'a fait ensemble. En fait, le groupe A pour moi, ça peut. L'Écosse peut se retrouver en premier, bon bref. Bien sûr. Mais pour moi, c'est trop compliqué de juger par rapport à des poules. Oui. Voilà, on sait, c'est un peu la loterie, il y aura tellement d'équipes qui vont différer. Donc voilà, j'ai mis intrinsèquement l'équipe haute, première de son groupe A. La Hongrie, parce que je la sous-estime pas du tout. Je suis très d'accord avec ce qu'a dit mon cher collègue Jordan. Il y a des points qui se rassemblent. On est sur une Suisse qui est aussi surtout à surveiller parce que les deux peuvent prétendre à cette 3e place. L'Écosse, il y a un écart. Il y a un gros écart entre elles. Le groupe B, je vais essayer d'aller un peu plus vite. La Croatie, parce que c'est les éternels sous-cotés. Voilà, j'ai besoin de mettre un peu de respect sur leur nom. C'est complètement différent avec Jordan qui les voyait dernier. Exactement. Et je mets l'Italie 3e parce que honnêtement, j'ai plus confiance entre cette Espagne, avec cette Espagne. Ouais. Voilà, donc je mets les champions en titre 3e. L'Albanie, voilà. Pas d'espoir. Il y a 3 adversaires dans ce groupe. Okay.
Voilà, c'est une équipe, voilà, c'est les 3 points faciles. Groupe C, petite surprise quand même. Groupe C, voilà, je suis parti en freestyle, donc l'Angleterre première de son groupe. Okay. Et moi j'ai la Serbie, je porte dans mon cœur. C'est une équipe que je surveille, n'empêche chaque compétition internationale, elle est là. Qui nous déçoit à chaque. Elle nous déçoit énormément, et moi le premier, parce que honnêtement à chaque fois dans les brackets je les mets très très haut. Et puis après, bon, là, j'ai été quand même un peu doux. Je les ai mis 2e. Le Danemark, voilà, je parlais d'une équipe éternelle. Ils sont là. Éternelle 8e, enfin, qui ne dépasserait les 8e. Ils sont dans les 8e et vous allez voir qu'ils sont vite éliminés. En meilleur 3e, évidemment. En meilleur 3e. Voilà. France, voilà, groupe D. Pas de surprise. Je pense que beaucoup de personnes qui vont nous regarder auront le même bracket. Donc France, Pays-Bas 2e, Autriche 3e, Pologne 4e. Ok. Voilà, la Pologne à surveiller parce que peut-être ils peuvent avoir un sursaut d'orgueil, voilà, parce qu'ils sont quand même diminués. Mais l'Ukraine devant la Belgique. Et alors, bon, le groupe E, j'avais pas révisé. Surprise. J'ai mis l'Ukraine que j'attends à un niveau stratosphérique parce que pour moi le groupe est quand même pas si fort qu'on ne le pense. La Belgique n'a plus cette j'ai envie de dire, c'est assez hétérogène. Ils ont changé. En plus, ils ont renouvelé un cycle. Ils ont plus le même entraîneur. Il y a plus Eden Hazard. Il y a des joueurs. Voilà. Bon, il y a toujours Romelu Lukaku, De Bruyne. Ils arrivent avec une nouvelle génération, du Doku, du Trossard. Mais c'est toujours un peu faible défensivement. Malik Fofana. Je sais pas si on peut citer plus de 4 défenseurs belges dans cette équipe, mais ça a changé. Et voilà, ça a beaucoup changé. Courtois, bien heureux pour eux, arrive, mais on ne sait même pas s'il aura cette place de titulaire. On sait que le sélectionneur a fait confiance que à Con Castilles pendant la pré-saison. Et le groupe F avec aussi, je trouve, quelques petites surprises. Groupe F, voilà, un peu. Donc c'est le Portugal et le reste du monde. Voilà, donc le Portugal qui peut-être peut finir 2e, hein, ça on ne sait pas. On sait que c'est pas des grands amuseurs de la phase de poule. Hein. On sait que l'Euro quand ils avaient gagné, ils avaient fait 3 matchs nuls pour faire un parcours ensuite. C'est pas une équipe de résultats, voilà, c'est une équipe qui peut ensuite hausser son niveau de jeu au fur et à mesure de la compétition. Ils ont des grands compétiteurs, ils ont des grands gagnants dans leur équipe. Ça peut influer sur le mental. La Turquie 2e, voilà. À noter la Géorgie, quand même, qu'il faut pas sous-coter. Moi, je serais, honnêtement, l'équipe de Sylvain Ripoll, je serais pas déçu je serais pas surpris qu'elle prenne même cette 2e place. Alors, on passe pour les 8e. J'ai mis la Croatie contre la Suisse. La Croatie voilà, honnêtement, c'est pas une équipe de bégayeurs. Ils ont les choses qui peuvent marcher dans leur effectif. L'Allemagne contre la Serbie, voilà. Bon, la Serbie, je vais continuer dans ce que je dis, mais on l'a dit tout à l'heure, voilà, éternel espoir, voilà, pour eux, mais l'Allemagne est chez elle quand même. Ouais. Donc c'est compliqué, ça va être compliqué pour eux. Le Portugal contre le Danemark, cette équipe du Danemark, donc éternelle équipe de 8e. Le Portugal voilà, hein, on voit exactement la fin du bracket. Voilà, donc pourquoi ils ne sortent pas en 8e. Et on a le choc entre les Pays-Bas et la Belgique. Les Pays-Bas et la Belgique, voilà, donc match pour moi où ça va honnêtement très difficile d'en sortir un gagnant parce que les deux équipes historiquement ne sont pas sur des bons parcours en compétition européenne. Voilà, on sait que les deux équipes ont de très bons 11, de très bonne qualité. Maintenant, on verra ce que ça va donner dans un tournoi. Je vois les Pays-Bas passer. Ouais. Ukraine-Italie. L'Ukraine qui s'en va défier les Italiens vice-champions en titre. Pardon. Grosse surprise. Champion en titre. Et je vois l'Ukraine parce que voilà, je vais aller au bout de mes ambitions et je vois l'Ukraine aller en quart de finale. J'ai mis que la Hongrie allait tabasser l'Italie, t'as mis que l'Ukraine allait tabasser l'Italie. Oui, c'est la surprise. C'est l'Italie. Et l'Italie peut très bien remporter 2 fois de suite 1 euro. On ne sait pas où les placer non plus. Pour moi, voilà, intrinsèquement, je mets l'Ukraine devant eux. France-Turquie, voilà, je vais décevoir beaucoup de mes amis turcs, mais la France va passer ce 8e de finale non sans grand mal. Angleterre-Autriche, voilà, l'Angleterre que moi je vois quand même grandissime favorite. Je les vois pas bégayer à ce stade de la compétition là. Peut-être qu'après il y aura de plus en plus de chances, voilà, pour que ça se corse et que ça choque, parce qu'on sait que c'est une belle équipe qui a un peu de mal avec la pression, hein. Mes amis anglais le savent très bien. Hongrie-Espagne, voilà, l'Hongrie, le beau parcours s'arrête là, ça va dans le 8e, qui peut-être peut chatouiller cette équipe de l'Espagne. On passe au quart de finale. En quart de finale, Croatie-Allemagne. Voilà, pour moi, l'équipe qui va affronter l'autre va se retrouver en finale. Mais je vois l'Allemagne passer. Portugal, Pays-Bas,
va se faire sortir par le Portugal. Ouais. Voilà, le Portugal que je vois en finale. Donc, tu l'as dit, c'est voilà, la grosse équipe. C'est la grosse équipe. Ukraine-France, le beau parcours ukrainien s'arrête tout de suite. Du coup, la France, elle va se retrouver en demi contre l'Angleterre. Ok, l'Angleterre qui sort l'Espagne, effectivement. Contre l'Angleterre, voilà, qui sort l'Espagne, une belle affiche. En demi, donc, le Portugal qui sort l'Allemagne. Une Allemagne qui, pour eux, peut-être la marchera trop haute cette année, qui décevra beaucoup de supporters allemands. Ça reste quand même une performance. Beau parcours, voilà. Mais surtout, quand on va voir leur parcours, voilà, ils auront sorti la Serbie, la Croatie. Ah, t'as peut-être envie, voilà, d'aller chatouiller ce Portugal qui, lui aussi, a du mal avec cette dernière marche. Totalement. Donc voilà, c'est une marche. Et le crunch. Voilà. Comme je pense qu'il va y avoir dans ton bracket aussi, Axel. L'Angleterre donc va battre cette France et va reprendre sa revanche. Ensuite, Portugal-Angleterre, j'ai eu beaucoup de mal à me décider entre l'Allemagne, le Portugal, la France et l'Angleterre. Pour moi, les 4 équipes, tu l'as dit, Jordan, peuvent succéder à cette Italie. Et je vois l'Angleterre, donc championne d'Europe. It's coming home. Enfin. L'Angleterre remporte cet euro, ça serait historique. C'est son premier. Ce serait historique. C'est from desire. Le premier euro de l'histoire de l'Angleterre. C'est vrai que depuis 66, il s'est rien passé. Depuis sur la scène internationale. Et chaque année, ils sont grandissimes favoris, j'ai l'impression. Axel, on va passer à tes pronostics pour cet euro 2024 en commençant par les phases de groupe. Alors, je crois qu'il y a moins de surprises. Ouais, alors il y a moins de surprises. Alors, contrairement à Jordan et Valentin, tu vois quand même la Suisse. Ouais, je vois la Suisse, là, c'est le cœur qui parle, hein, puisque je suis suisse aussi. C'est vrai. Donc, je mets la Suisse devant. La Hongrie, après, c'est une très belle équipe, hein, je l'ai mis en meilleur 3ème, il me semble, après. Bah oui. Donc voilà, pas trop de surprise, l'Écosse 4ème. Le groupe B, évidemment, moi aussi, comme Valentin, je trouve que la Croatie, ils sont toujours là, en fait. C'est une équipe qui est stable. Silvino va vous surprendre. Et il termine premier devant l'Espagne et l'Italie. L'Italie, je le mets 3ème. Je crois que c'est le même. C'est exactement le même. Ouais. C'est le même, ouais. Pour le groupe C, à peu près pareil que mes collègues. C'est pareil que Jordan. Ouais. L'Angleterre et le Danemark 2ème. Toujours, en fait, ils sont là, soit 3ème, meilleur 3ème, soit 2ème. Pour le groupe D, c'est là que vient ma surprise. Et je suis très content parce que j'aime bien cette équipe d'Autriche, mais je vois la France quand même première. Ensuite, l'Autriche qui devance les Pays-Bas avec une belle victoire contre eux. J'espère. La France avec beaucoup de difficultés en première position. Moi en fait cette phase de groupe je la trouve compliquée mais je la trouve abordable. Je dirais quasiment genre ça pourrait se finir 1-0, 1-0, 1-0 pour la France tous les matchs. Mais je la vois quand même première. Le groupe E, Belgique devant parce que même si ils sont affaiblis, qu'ils sont en reconstruction, il y a quand même des cadres et De Bruyne qui revient très très bien. J'ai envie de dire que c'est un petit peu le groupe où on a le moins de surprises. Ouais, je trouve le dernier groupe. On sait où ranger chaque équipe. Voilà, c'est ça. L'Ukraine qui finit 2ème parce que comme l'a dit Valentin, c'est une équipe à vraiment surveiller. Slovaquie, Roumanie 3ème, 4ème. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Ouais. Le groupe F, Portugal qui survole le groupe sans aucun problème, même s'ils ont quelques difficultés en phase de groupe. Turquie 2ème, puisque même s'ils sont pris une très grosse valise contre l'Autriche, ils ont un noyau un peu meilleur quand même que la Tchéquie. Après Géorgie, j'aime beaucoup. Moi je trouve très dur avec le Tchèque. Je sais, pareil. Hein. Je sais pas. J'y viendrai tout à l'heure, mais. Moi j'ai du mal un peu avec les équipes qui ont pas cette expérience, qui manquent un peu de ballon dans les grandes compétitions. Même si la Turquie. C'est un peu pareil. Et la Géorgie est inconnue. Donc, les trois là, je pense que la Tchéquie peut finir 2ème, la Turquie peut finir 3ème, la Géorgie 4ème, inversement. Tout peut se passer. Les 8ème. On passe aux 8ème de finale. Les 8ème, Croatie, Géorgie. Géorgie dans le 8ème. C'est vrai que t'as mis la Géorgie du coup dans les 4 meilleurs 3ème. Ouais, c'est ça. Mais la Croatie qui bat la Géorgie sans trop de problèmes. Je pense que c'est un bon tirage pour eux. L'Allemagne et le Danemark, c'est à peu près pareil, sans grande surprise. Là, le premier choc, donc le Portugal, qui ont pas de chance parce qu'ils se tapent le meilleur 3ème du groupe B. Mais en fait, je vois tellement cette équipe italienne moins bonne. Ils sont jamais très bons, sauf il y a 3 ans, mais je comprends pas. Donc je les vois quand même se faire sortir par le Portugal. L'Autriche, ma surprise, qui bat l'Ukraine. Ils ont un peu de chance d'ailleurs parce qu'ils tombent contre le 2ème du groupe E. Nos 2 équipes surprises du coup. Voilà, 2 équipes surprises, mais je vois l'Autriche gagner. Voilà, ça va être un bon match. La Belgique qui sort la Serbie, même si c'est une très belle équipe, pareil, ils sont inconstants. La France qui bat la Turquie sans aucun problème. L'Angleterre qui sort les Pays-Bas. Gros choc aussi ça.
qui sort les Pays-Bas avec difficulté, mais de toute façon, moi, l'Angleterre, comme vous le voyez dans mon bracket, ils vont être largement au-dessus. Et l'Espagne qui sort la Suisse, logiquement aussi, par l'expérience. Et puis après, les quarts de finale, ça se corse un petit peu, mais la Croatie qui perd contre l'Allemagne, qui fait un très beau parcours. L'Autriche, là, c'est vraiment ma grosse surprise de mon tournoi, pardon. C'est l'Autriche qui sort le Portugal. Et qui va en demi-finale. Voilà, je les vois un peu comme la Grèce en 2004, mais non, équipe vraiment surprise, qui sort un peu des sentiers battus. Et là, les voisins allemands vont se rendre compte. Et moi, je trouve que c'est pas déconnant en fait, parce que concrètement, le Portugal qui s'est fait sortir par le Maroc, c'est un peu la même histoire. Donc je dirais ça aussi pour l'Autriche. France-Belgique, comme il y a eu dans les autres brackets, je vois la France s'imposer. Pas de revanche pour la Belgique. Voilà. Angleterre-Espagne, c'est un très beau match, mais voilà, je vois l'Angleterre encore une fois passer avec un très grand Jude Bellingham. Et puis enfin, il y a ce duel c'est une finale de rêve, allemand-Autriche, Allemagne-Autriche, donc l'Allemagne qui passe. Là, cette fois, la dynamique autrichienne qui va un petit peu s'essouffler. Contrairement à l'Angleterre qui va continuer son parcours quasiment parfait et qui va affronter l'Allemagne et qui va battre l'équipe haute de l'Euro, parce que l'Angleterre, même si à chaque année on dit qu'ils sont favoris, là je les trouve vraiment favoris. 2x coming home, c'est incroyable. Ouais, avec un troisième peut-être avec le tien. Avec un Jude Bellingham qui s'il gagne l'Euro peut potentiellement remporter le Ballon d'Or. Enfin moi ça reste quand même, moi la grosse surprise c'est l'Autriche quand même. Ouais, jusqu'en demi-finale, c'est quand même exceptionnel. Et surtout personne ne voit le Portugal aussi bon que je le vois. Ouais. Trop habitué à nous décevoir. Je vais pas te contredire Valentin parce qu'on va passer à mes pronostics. Je vais aller plus vite mais sur le groupe A je vois juste pas la Hongrie comme vous. Pour moi la Hongrie va vraiment flop dans ce tournoi et derrière l'Écosse et la Suisse. Le groupe B, je vous rejoins Axel et Valentin, je mets la Croatie en tête devant l'Italie et pas l'Espagne. L'Espagne termine troisième et meilleur troisième. Je pense que l'Espagne n'est pas encore assez rodée. Le groupe C, pas de surprise comme tout le monde, Angleterre, Danemark, Serbie, Slovénie. Le groupe D, pas de surprise non plus, France, Pays-Bas, Autriche. Et puis le groupe E non plus, j'ai envie de dire, j'ai vraiment été assez simple là-dessus. Belgique, Ukraine. Et le groupe F, contrairement à vous, la République tchèque, je les vois quand même au niveau que j'attends. Enfin, clairement, on parle d'une bonne nation de football qui, pour moi, a plus d'expérience. On parlait tout à l'heure de l'expérience de la République tchèque. Pour moi, elle a plus d'expérience que des Turquie ou Géorgie, encore moins la Géorgie. Donc, la Tchéquie, comme vous dites, la République tchèque passera deuxième de cette poule, et je vois la Turquie quand même troisième parce que la Géorgie, il y a le manque d'expérience qui me fait dire que. Après la Turquie qui va pas très loin. T'es encore en train de me convaincre sur la République tchèque là. Je pense que tu. Mais je pense que vous sous-estimez la République tchèque qui reste quand même une bonne nation de football et qui ils vont faire finale du coup. À chaque fois. Non, pas quand même. On va passer justement au huitième de finale avec la Croatie contre la Turquie. Une bouchée de pain pour les Croates, ça va être très très facile pour eux. Allemagne-Danemark, plus corsé pour les Allemands, mais ils passent tranquille face aux Danois. Portugal-Espagne, gros choc des huitièmes de finale. On retrouve le choc des huitièmes de la Coupe du Monde 2018 avec encore, je pense, un grand Cristiano Ronaldo. Pourquoi pas un triplé. Le Portugal élimine l'Espagne. Pays-Bas-Ukraine, très beau match à regarder. Belle opposition. Belle opposition, mais les Néerlandais vont s'imposer, aller en quart de finale. Belgique-Autriche, je vois tout de même nos amis belges passer en quart de finale parce que ça reste quand même une grande nation de football, même si là ils sont en reconstruction, ça reste quand même une grande nation. Et ils vont nous rejoindre en quart de finale parce qu'on va battre la République tchèque justement en huitième. Et tu nous as mis la Slovaquie dans huitième. C'est la première fois qu'on les voit d'ailleurs. Évidemment parce que je n'ai pas mis la Serbie dans ces huitièmes de finale et je n'ai pas mis l'Écosse aussi dans ces huitièmes de finale pour les meilleurs troisièmes. Je vois tout de même la Slovaquie aller en huitième mais perdre face aux Anglais. Et puis Suisse-Italie, les tenants du titre vont rester pour l'instant tenants du titre en passant les Suisses. En ce qui concerne les quarts de finale, on n'a que des chocs. Croatie, Allemagne, l'Allemagne passe. Portugal, Pays-Bas, les Portugais. Contrairement à Jordan et Axel, je vois les Portugais en demi-finale et quand même assumer leurs responsabilités. Belgique-France, les Bleus vont s'imposer tranquille face aux Belges. Et puis Angleterre-Italie, l'Angleterre va battre les Italiens, les tenants du titre. C'est la revanche de 2020, de la finale de 2020. Et puis les demi-finales incroyables, Allemagne-Portugal, les Allemands vont battre
des Portugais. Pas mal d'Allemagne-Angleterre. Et puis l'Angleterre face à la France, malheureusement, pour les Bleus, l'aventure s'arrêtera là. Coming home. Et non. Tout le monde voit l'Allemagne en finale quasiment, à part Valent. Ouais, c'est vrai. C'est Valentin, je pense peut-être le plus. Et l'Angleterre, tout le monde à part moi. Peut-être le plus objectif, Valentin, de nous concernant l'Allemagne, qui évidemment est à domicile. On est un peu plus favorable avec eux. Mais l'Allemagne, pour moi, va quand même remporter cet Euro parce que. Tout le monde voit France-Angleterre. Moi je vois France-Angleterre en demi. Tout le monde voit France-Angleterre en demi-finale. Et malheureusement, ça s'arrête là pour les Bleus. Allemagne-Angleterre. It's not coming home, puisque c'est l'Allemagne qui remporte cet Euro. Que c'est une émission sans jeu, évidemment. On va terminer cette émission par un jeu spécial Euro. Alors vous allez me dire, c'est un jeu assez facile que je vous ai concocté, puisque c'est évidemment sur les vainqueurs de l'Euro. Mais, parce que je voulais quand même rajouter un petit peu de piment. Ça va être une enchère. Vous allez devoir me dire combien de vainqueurs avec la date exacte de l'année de la victoire. Vous me donnez un chiffre chacun. Qui commence? Allez, Axel, commence par un... 6. 6. Jordan. Valentin. 8. 8. 8 aussi? Ouais. Il en faut un qui dit 9. Il faut forcément 9. Valentin 9. Jordan a dit 10. Il les a, frère. Jamais il les a. Jordan, est-ce que t'es prêt? Attends, c'est moi, je dis dans l'ordre que je veux. Tu dis dans l'ordre que tu veux. Oui, ok, je suis très prêt. peur. Je te valide. Ok, bon. Allez, Jordan. 2020-2021, Italie. C'est bon. 2016, Portugal. C'est bon. 2012, Espagne. Non. C'est bon. 2008, Espagne. C'est bon. Grèce. C'est bon. 2000, France. C'est bon. Ensuite, là, je vais faire un petit bond. 92, Danemark. C'est bon. 88, Pays-Bas. C'est bon. Tu as 8. T'as 8. 96, Italie. C'est pas bon. C'est pas bon. Non. Bon, Jordan, c'est une défaite. Putain de merde. Malheureusement, t'étais proche. Vous allez devoir me donner le buteur italien de la finale. Bonucci. C'est ça. J'avais ce jeu sur le Money Time. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale Euro. N'hésitez pas à nous suivre, il y aura des réels pendant l'Euro pour suivre toute l'actualité, les résultats. Et puis on va se retrouver nous pour une prochaine émission qui sera aussi sur l'Euro. Chaque journée il y en aura une jusqu'à la finale. Ça rappelle la Coupe du Monde. Asta et le final évidemment, ça nous rappelle la Coupe du Monde avec Débris Foot évidemment. On est reparti pour cet Euro 2024. Profitez bien de cet Euro avec notamment en premier match d'ouverture Allemagne-Écosse. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous à la semaine prochaine.